Bonjour à toutes et à tous, merci. Merci d'avoir rempli la salle. On, on aurait pu pousser les murs. Donc aujourd'hui, on va parler de l'OBEA pour casser les silos. Avant tout, on remercie tous nos partenaires sans lesquels cet événement ne serait pas possible. Je me présente très rapidement. Je suis un coach expert Lean et Agile chez ADO Service. Et j'ai une double casquette, c'est que je suis coach praticien en prise de décision. Et tous les mécanismes sous-jacents à la prise de décision, comme l'attention, le stress, l'inconscient, le conscient, etc. Et on parlait de changement dans la keynote. Tant qu'on n'aura pas compris comment fonctionne le cerveau humain, on ne peut pas impliquer de vrais changements durables. C'est super important et je travaille énormément sur ces sujets-là. J'ai un mantra, primum non nocere, en premier ne pas nuire. Ce mantra, il est arrivé dernièrement, il y a 1 an, quand j'ai fait un burn-out. Et donc je me suis dit, comment je fais, moi, maintenant, encore plus, pour éviter de nuire à mes collègues. Alors, on va parler de l'OBEA. Est-ce que déjà certains connaissent l'OBEA? Ou au moins de nom? Bon. Alors, l'OBEA, en fait, ça veut dire grande salle. Et le terme grande, il faut le comprendre non pas en taille, même si effectivement ce sont des grandes salles, c'est le côté important. Et on le traduit aussi dans un autre terme qui est un haut lieu, pour montrer que c'est quelque chose d'important chez les Japonais. Ça a été construit par Toyota. Alors Toyota, vous savez, ce qu'on appelle le Toyota Production System, et ils font évoluer depuis 70 ans leur mécanisme et leurs principes. Et donc dans les années 90, on a eu Takeshi Ushi-Yamada, qui s'est retrouvé chief engineer pour développer la Prius, comme vous le savez certainement, est la première voiture hybride fabriquée à grande échelle. Et en fait, pourquoi ce changement? Il y a eu ce changement parce que Eiji Toyoda, alors juste une petite parenthèse, la famille s'appelle Toyoda, la marque s'appelle Toyota. Eiji Toyoda, qui était président dans les années 90, s'est posé la question, est-ce qu'on doit continuer à fabriquer des voitures de la même façon avec nos mêmes systèmes de R&D? Comment en fait on va inventer la nouvelle voiture du 21e siècle? Et il y a eu un deuxième objectif très très fort. Dans les années 96, aux États-Unis, la fabrication d'une voiture entre l'idée et sa production, c'est entre 4 et 6 ans. Entre 5 et 6 ans, pardon. Au Japon, c'était 4 ans. Et Toyota a voulu prendre encore plus de vitesse la concurrence. Et donc, ils se sont donnés comme objectif de produire la voiture entre le moment où il y a le moule en argile et le moment où elle est fabriquée sur la chaîne de fabrication, 15 mois. C'est le mode de fonctionnement de Toyota. Le challenge. Donc, notre ingénieur en chef, il s'est dit, il faut qu'on réinvente à partir des concepts, des pratiques et des principes du Toyota Production System, il faut qu'on réinvente une façon de fonctionner. Et donc, à partir du management visuel, il a créé une salle de contrôle qui s'est appelée OBEA. Et un truc très fort chez Toyota, qu'on a du mal à faire en Occident, c'est que Ushi Maeda savait qu'il ne savait pas tout. Nous, on nous propose une promotion, un truc comme ça, on y va à fond et on se dit on va y arriver. Chez Toyota, c'est pas le cas. En fait, lui, c'était un ingénieur de test. Il n'avait jamais participé à la construction d'une voiture. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce qu'on appelle une core team d'experts qui part de la R&D jusqu'à la chaîne de production. Donc, dès que la R&D avait une idée, est-ce que ça avait un impact sur la chaîne de production?
Le but, comme toujours chez Toyota, c'est d'avoir le moins de gaspillage et donc on essaye, quand on invente une nouvelle voiture, on essaye d'avoir le moins d'impact sur la chaîne de fabrication. J'ai eu la chance de visiter une usine au Japon, une usine Toyota. Sur la même chaîne de fabrication, ils fabriquent 3 modèles de voitures différents, toutes options confondues. Et à Valenciennes, ils sont en train de passer à 2 modèles différents sur la même chaîne de fabrication. Alors des principes Lean, je vais y passer rapidement, c'est pas le but. Ce qu'on appelle le SQDCM, je vais le détailler. Donc c'est dans cet ordre-là. Sécurité. Alors c'est sécurité physique. Au départ, ils ont réduit drastiquement les accidents physiques, mais c'est aussi la sécurité psychologique. La qualité, les délais et les coûts. Et plus il y a de morale dans l'équipe, plus on arrive à réussir ces sujets-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on cherche, ce que Toyota cherche et ce qu'on cherche à faire en ligne, c'est d'augmenter la sécurité, c'est d'augmenter le niveau de qualité, de réduire les délais. Et la conséquence de tout ça, c'est la réduction des coûts. Quand Toyota fait de l'amélioration, la conséquence, c'est la réduction des coûts. En Occident, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et puis après, avec ce qui nous reste, on essaye de faire un petit peu d'amélioration, quand c'est possible. Dans l'entité, j'en parlerai juste après, mais dans l'entité où je suis, on a créé ce qu'on appelle un product management agile, très rapide, hein. On a des cultures, des principes, on s'oriente très fortement sur la satisfaction client, la maîtrise de la qualité et l'amélioration continue. Et puis on a au niveau d'ADO, au niveau groupe, on a ce qu'on appelle les 5 drivers qui nous permettent d'avoir des focus bien particuliers. Le problème de ça, c'est volontairement que j'ai mis sur la pointe, c'est que c'est en équilibre. C'est en permanence en équilibre. Et il faut le stabiliser. Et c'est pour ça que le Lean apporte un système de management qu'on trouve dans le Toyota Way. Et ce système de management, je l'ai posé en dessous du Product Management Agilité et il vient complètement soutenir la partie agile. Et donc, les managers, ils sont là pour créer les conditions de réussite. Si un manager réussit, c'est grâce à lui, mais c'est surtout grâce à l'équipe. Développer les équipes, donc les faire grandir, c'est quoi les gaps de compétences qui doivent être résolus? C'est relever avec courage les challenges. On a des challenges, ok, ça peut faire râler à des moments donnés, mais comment on fait pour les relever? Soutenir l'amélioration. Quand je dis que créer les conditions de réussite, les managers doivent soutenir l'amélioration, mais ça veut dire créer des espaces et créer des rituels. L'amélioration, ça ne se fait pas le vendredi soir en fin de semaine, ça ne se fait pas le week-end et ça ne se fait pas pendant les heures sup. On doit institutionnaliser des heures d'amélioration dans la semaine. Par exemple, en Agile, on a les rétros. Combien de fois je vois des rétros qui sont soit pas faites, soit on se concentre sur un sujet qui n'a rien à voir avec le sprint qui s'est déroulé et on n'améliore pas grand-chose en fait. Et un point important, c'est voir les faits sur le terrain. En ligne, en japonais, on dit Genshi Genbutsu. Je ne vous demande pas de le répéter. Hein. Mais l'idée, c'est au lieu de rester avec un avis qui nous est remonté et de considérer que cette information elle est vraie, on va aller voir sur le terrain et on va regarder ce qui se passe précisément. Pour avoir c'est la... comment il s'appelait? C'est la... Pardon, les 2 dodos. Zobrist qui disait les 2 dodos, c'est on va chercher à comprendre le problème. 2 dodos, parce qu'au-delà de 2 dodos, notre mémoire de travail a tendance à oublier ce qui s'est passé. On cherche à avoir le maximum d'informations. C'est un peu comme la police scientifique qui intervient le plus rapidement possible pour avoir le maximum d'informations. Bien. Alors, si on veut casser les silos, et ce qu'on cherche en ligne en fait à faire, c'est à travailler sur des processus. J'aime bien utiliser cette image du pont. Le processus, c'est toute la route.
Et pour soutenir soutenir la route, il y a des piliers. Chaque pilier, c'est un produit. Aujourd'hui, on a tendance à penser complètement produit sans regarder le processus de bout en bout. Et c'est l'ensemble des produits qui soutiennent le processus de bout en bout. Donc chez ADO, on est organisé en mode plateforme. Pour le faire simple, c'est des métiers cohérents qui sont dans une plateforme. On peut avoir tout ce qui est achat, on peut avoir tout ce qui est fabrication des produits, etc., etc. Dans chaque plateforme, vous avez différents domaines. Et là, j'ai pris des produits. On a voilà, 6 produits. P1 appartient à la plateforme A, P2, P3, P4 à la B et P5, P6 à la C. Et on a un processus métier qui traverse l'ensemble de ces plateformes. Parce que même si on a des métiers cohérents dans les plateformes, il y a des processus qui peuvent utiliser plusieurs parties des fonctionnalités métiers. Ce qui se passe, et ça je pense que vous le vivez, moi je l'ai vécu très longtemps et vous le vivez certainement encore, c'est que en fait on crée des silos. Et le produit P4, j'ai ma matrice RACI, comme la Bible, et moi, mon périmètre, c'est de là à là. Le reste, j'en ai rien à faire. Ben ça ne marche pas. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est élargir le périmètre. Et donc typiquement, aujourd'hui, ce qu'on a fait, et on le fait pour l'instant sur un domaine, j'ai un autre projet où on va le faire sur des plateformes. En fait, on va travailler avec une équipe, l'équipe du produit P2, l'équipe du produit P3 et l'équipe du produit P4. Et on va faire, alors c'est ce que je voulais dire là, je peux le faire avec une autre plateforme, mais c'est pas ce qu'on a, c'est pas l'exemple que je veux vous présenter. Et donc en fait, on va faire l'OBEA sur le produit P2, P3 et P4. On pourrait faire une OBEA sur chaque produit, mais ça n'apporterait pas la même valeur. Bon, alors, ok, l'OBEA. Alors l'OBEA, c'est un système visuel qui permet de déclencher des discussions sur les bons problèmes. Et il y a un principe fondamental du Lean qui est important à mémoriser. Certes, on va vous dire que c'est pour améliorer les processus, réduire les délais, etc. C'est pas ça la finalité du Lean. C'est l'apprentissage. C'est comment je rentre dans une entreprise apprenante. Toyota, ça fait 70 ans qu'ils sont dans des mécanismes d'apprentissage. Alors, c'est un système visuel. Et on a Olivier Soulier, qui est un ingénieur français, qui a eu la chance de travailler avec Toyota pendant plusieurs années et qui a découvert l'OBEA. Alors l'OBEA, c'est dans les années 90, milieu des années 90. Il y a beaucoup de publications sur tout ce qu'il y a avant les années 90, années 50, années 60, etc. Par contre, les publications sur l'OBEA, on n'en a pas beaucoup. Et ce qu'il nous dit, c'est que si vous n'êtes pas pleinement conscient de l'état dans lequel vous vous trouvez, ça veut dire déjà qu'on ne voit pas les choses, alors la réalité, qui n'existe pas, risque de venir vous frapper de manière bien désagréable. Alors moi qui fais des neurosciences, ça parle en fait d'un principe d'attention. Quand on porte sur l'attention, là vous êtes en train de porter l'attention sur moi, pour vous je suis en train d'exister. Dès que vous allez avoir une pensée ou je sais pas, un oiseau qui passe dehors et que votre œil est attiré, votre attention va se porter sur votre pensée ou l'oiseau et plus sur moi. Donc je vais plus exister. Donc en fait, ce qu'il nous explique là, c'est que le management visuel, c'est une attention. On fait exister les choses pour les comprendre, pour les voir, pour les comprendre et pour pouvoir agir. Alors, à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à aligner. On verra, on a un panneau vision et objectif. On va aligner les équipes. C'est assez simple quand on est sur un monoproduit. Ça devient plus complexe quand on a déjà 3 équipes qui travaillent sur 3 produits différents.
Donc il va falloir qu'on définisse la vision du processus commun et les objectifs qu'on se donne en commun. Ça va nous permettre de nous confronter aussi à tous les retours clients. Dans cet OBA, j'ai réussi à avoir le principal client, et donc en fait, il nous faisait toutes les semaines ces feedbacks. Donc, ce qu'on cherche en agilité et en ligne, c'est les retours rapides pour pouvoir s'améliorer. Ça va permettre d'améliorer les interactions. Les interactions entre qui? Les interactions entre les équipes des 3 produits et le client, mais aussi les interactions entre les équipes. Vous êtes d'accord que quand on est en mode silo sur un produit, on va avoir un comité produit, un deuxième comité produit, un troisième comité produit, donc on va avoir autant de comités produits qu'on a de produits. Et après, comme on n'est pas très bon dans la synchronisation, on va faire des réunions de synchronisation. Donc on va passer des heures à essayer de s'aligner. Et ben, l'OBA permet d'interagir et de faciliter l'alignement. Il y a un point important dans tout système lean et dans le système de management, c'est de rendre visibles les problèmes. Si vous mettez un management visuel, quel qu'il soit, un Kanban ou un pseudo-Kanban, enfin peu importe, ou une OBA, où en fait vous ne révélez pas les problèmes, ça ne sert à rien. Vous vous faites plaisir. Ce qui vous permet, on en parlait dans la keynote, ce qui vous permet d'avancer, c'est les erreurs et c'est les problèmes. Donc, il faut mettre en place les conditions qui permettent de révéler les problèmes pour pouvoir ensuite les résoudre. Et bien évidemment, il nous faut de la mesure pour voir si on est en train de s'améliorer ou si on est en train de réussir les objectifs qu'on s'est posés. Je ne vais pas détailler tous les panneaux, je vous en présente. En fait, on a globalement 7 panneaux. On a les visions et les objectifs. C'est vraiment le premier atelier qu'on fait pour construire ça. Tant qu'on n'est pas, on verra la core team après, tant qu'on n'est pas d'accord sur ça, on ne travaille pas sur le reste. Et j'adore, moi, faire ce premier atelier, parce qu'au sein d'une même équipe, et encore plus quand on a des équipes différentes, ils ne sont pas d'accord. Un, ils ne sont pas d'accord, et deux, ils découvrent des choses. Ah bon, il fallait faire ça? Ah bon, il faut qu'on fasse ça? Donc c'est vraiment un travail de co-construction, et ça, dès le premier atelier, ça permet d'aligner les personnes. Donc tout ce qui est satisfaction client, c'est ce qu'on disait en keynote, où en fait on va poser des questions, on a les feedbacks clients, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un sujet qui est important? Est-ce que c'est pas un sujet qui est important? Et comment on le traite? Le produit, je vous donnerai un exemple de produit tout à l'heure. Le produit, c'est on représente physiquement le produit, les flux, les process, tout ce qui nous permet de nous donner la cible de ce qu'on veut produire et de voir l'avancement. On peut jouer avec des post-it pour dire que j'ai un flux A et B, ce flux-là, il est vert, il est en prod et il fonctionne. Par contre, j'ai un autre flux qui était mis en prod, j'ai mis un petit post-it rouge parce que finalement, il ne fonctionne pas. Donc visuellement, on voit tout de suite ce qui se passe. Le macro-plan, je vous donnerai un exemple. Le macro-plan, c'est comment je donne de la vision à 3-6 mois de ce qui va se passer, de ce qu'on va produire. Et on a un code qui nous permet de voir l'évolution. Souvent, j'en parlerai après. Le micro-plan, c'est toutes les actions qu'on prend entre deux instances d'OBA par rapport à tous les problèmes qu'on a révélés et qui nous permet du coup, alors on a un autre terme qui s'appelle le Nemawashi, donc qui nous permet en fait de travailler avec les équipes en dehors de l'instance et de faire en sorte que tout avance et qu'à l'OBA suivante, ça puisse être prêt. Performance du programme, c'est la mesure. On a besoin de savoir si on s'améliore et si on réussit ou pas. Et on a un mur de résolution de problèmes avec des PDCA, des A3, enfin tout ce que les 5 pourquoi, ou les colonnes, ou le tableau à 5 colonnes, etc. Voilà une des OBA que j'accompagne aujourd'hui.
c'est directement dans un bureau, en physique. Alors il y en a qui vont me dire, la physique, c'est peut-être pas possible. Si vous avez la possibilité, faites-le en physique. Pourquoi? Parce que derrière un écran, la personne n'a pas son attention pendant l'heure d'Obeya. Là, on est tous concentrés, on est tous focus sur les sujets, et ça crée aussi ce qu'on appelle la One Team, dont je parlerai un petit peu plus tard. Alors certains, j'ai eu la réflexion, ouais, mais c'est pas très beau ton truc. En fait, je m'en fous. Je peux avoir un truc très beau et il n'y a rien d'important dans ce qui est affiché. Ce qui est réellement important, c'est les éléments qui nous permettent de discuter et de prendre des décisions. Et c'est un bureau qui est occupé par l'équipe. Donc elle voit en permanence par l'équipe, par les équipes. Elle voit en permanence ce qu'il y a sur le BIA. Et là, on a les objectifs. Donc on a 3 objectifs et en permanence, toutes leurs décisions et leurs actions sont orientées vers les objectifs. Un exemple de panneau produit, voilà, vous avez des flux, vous pouvez avoir des processus. En fait, c'est tout ce qui nous permet de comprendre notre produit et tout ce qu'on doit produire et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un macro-plan. Alors ça vous change des Gantt, des machins, des bidules ou des macro-plans qui sont faits sous Excel ou sous PowerPoint où en fait on ne voit pas l'histoire. À chaque fois qu'il y a un truc qui est décalé, ben on décale le rectangle. Mais il a démarré quand réellement? Et en fait, on a une codification. Là, on peut le voir. Le rond, c'est du planifié initial. Là, on a replanifié. Donc, c'est en rouge. Là, on a replanifié. On n'a toujours pas démarré. Hein. Là, c'est en rouge. On a replanifié. Et théoriquement, la fin théorique était là. Donc, vous imaginez bien que la fin théorique va décaler. Et en fait, à chaque fois, on se met des explications pour pourquoi ça décale. Et l'avantage de ça, c'est que vous voyez très rapidement l'évolution. À la différence des reportings où en fait c'est très statique et on ne sait pas ce qui s'est passé. Un exemple d'indicateur. Alors les indicateurs qu'on met en OBEA, ce sont des indicateurs de sortie. On arrête de se regarder le nombril, on regarde ce qu'on délivre à nos clients utilisateurs. Et là vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge. Je vais en reparler à la fin. Qu'une des difficultés, c'est d'essayer de ne pas rester dans le rouge. Il y en a, avoir du rouge, c'est tout à fait normal. Là, en fait, on avait des problèmes ici et même ici, c'est que on avait notre équipe qui fonctionnait en Scrum, s'engageait et en fait était satisfaite, why not, hein, très bien, que son respect du taux d'engagement, c'était entre 70 et 75%. À tous les sprints. Au bout de 5 sprints, vous avez perdu un sprint. Donc on décalait régulièrement le nombre d'US. Et ils ont mis du temps à passer à la mode résolution de problèmes. C'est des nombres d'US, c'est quoi ça? Ça, c'est hop là. C'est les nombres d'US produites et sorties. Donc c'est un gros projet où on a plein de... ça mélange déjà les trois produits. Donc oui, il y a un volume d'US. Alors, une OBEA, pour qu'elle fonctionne bien, il faut avoir la bonne core team. Et quand on construit l'OBEA, on construit la core team. C'est pas moi, Jean-Philippe, en tant que coach, qui vais construire l'OBEA, je les accompagne à construire les différents panneaux. Et c'est eux qui travaillent, et en travaillant ensemble, ils vont créer leurs affinités, et on est en train de commencer à créer ce qu'on appelle la One Team. La One Team, c'est on réussit ensemble, on échoue ensemble. C'est vraiment comme une équipe de basket, une équipe de foot, etc. Donc on a une équipe pluridisciplinaire
Alors vous vous souvenez, j'ai parlé de plateforme, donc on n'a personne au niveau plateforme, c'est-à-dire que les responsables de plateforme ne sont pas présents dans l'OBEA, même si je me bats de plus en plus pour avoir des responsables de plateforme pour, au lieu de faire les copiles dans une autre salle, c'est faire les copiles directement devant l'OBEA. Mais ils ont des habitudes qui sont un petit peu difficiles à changer. Donc au niveau du domaine, on a en fait chez ADO, on fonctionne en binôme, il y a toujours le business et toujours l'IT. Donc on a le business et le digital. Au niveau produit, ben, pareil, on a le digital product leader et le business product leader, x3, plus un expert technique. On avait un prestataire pour des développements, donc il y a le chef de projet qui est là, et qui est inclus dans la One Team. On essaye de casser, pendant cette One Team, de casser la notion de relation client-fournisseur. En transverse, on avait un responsable onboarding, c'est lui qui anime en fait le déploiement chez nos clients qui sont des BU. Et on avait le client, c'est un choix qu'on a fait dès le départ. Donc on avait le responsable business France et son responsable des tests. Et on a mis ça en place en janvier 2024 et ça fait 9 mois que ça fonctionne tous les jeudis matins à 9h30 en présentiel. Et quand on leur pose la question, est-ce que vous voudriez passer en digital? Non. Parce que justement, ils ont pris l'habitude d'être ensemble et de créer une équipe. Donc ça nous fait 13 personnes, plus moi en tant que coach. Alors, ce qui est super important, ça on n'en parle pas vraiment dans les bouquins Lean. C'est moi qui me suis intéressé depuis quelques mois sur ce qu'on appelle la sécurité psychologique. On a une difficulté, surtout en Occident, c'est à révéler les problèmes et révéler ses erreurs. Parce qu'on a été éduqué comme ça. Parce que quand on fait une erreur, on se prend plus la règle sur les doigts, mais en général, c'est un peu ça. Donc, il y a Amy C. Edmondson, qui est une chercheuse américaine qui travaille depuis 30 ans sur la sécurité psychologique et qui a été identifié que si on veut pouvoir parler des problèmes de façon la plus transparente possible, il faut que la personne se sente en sécurité psychologique. Ça veut dire qu'elle pense qu'elle n'aura aucune conséquence à caractère punitif, officiel ou officieuse à son encontre. Donc il faut vraiment qu'il y ait un niveau apaisé dans l'accord team. Et encore plus quand on travaille sur 3 produits, il faut arriver à casser cette image des racis pour qu'on arrive à considérer qu'on est tous ensemble. Alors, la sécurité psychologique est nécessaire pour la confiance en soi et envers l'équipe. La notion de one team, ce que je disais tout à l'heure, on réussit ensemble ou on perd ensemble. En plus, on avait donc un prestataire dans l'équipe. Au début, il y avait quelques réflexions qui étaient envoyées vers le prestataire. J'étais la bouée de sauvetage et je recadrais tout le truc. C'est nécessaire pour l'émergence des problèmes, j'en ai parlé. Et en fait, ce qu'on nous dit quand on a des personnes qui viennent visiter l'OBEA, c'est que les échanges sont horizontaux. Certes, on a des managers, les 2 domaines leaders, mais en fait, ils participent aux échanges horizontaux. C'est plus le domaine leader qui vient dire aux équipes, il faut faire comme ça. C'est vraiment les questions des pourquoi on a ces difficultés, etc. Et après, le domaine leader, si il a une décision à prendre ou parce qu'il y a eu un choix qui a été fait, effectivement, il peut repositionner le truc, mais en donnant du sens. L'abandon des consensus mous ou le politiquement correct, ce qui ne fait pas avancer les choses. Donc voilà, on cherche vraiment à avoir des décisions qui sont motivées et à changer vraiment les choses pour faire avancer. Prise de décision rapide. Ça, au plus on a confiance dans l'équipe, au plus on partage les problèmes, au plus on est capable de prendre des décisions. La core team, elle va apprendre à faire... Tu voulais que je... Tiens, vas-y.
Hop, ça va arriver. Hop, 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 la dernière. La core team, elle va apprendre à faire l'hélicoptère. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'hélicoptère? En fait, l'OBA, c'est une vision haute. Et comme ce sont des product leaders, ils travaillent avec leurs équipes en pilotage de produits. Donc, ils vont apprendre à chercher l'information la plus importante de ce qui se passe dans leur quotidien des équipes pour la remonter au niveau de l'OBA. Donc, je fais l'hélicoptère, je monte, et on va partager ces sujets et ces difficultés. Et après, je redescends au niveau de mes équipes pour traiter le sujet. Et le reporting dans tout ça, le quoi? En fait, depuis 9 mois, on a supprimé 3 comités de projet hebdomadaires et leur support, parce que faire les supports à chaque fois, machin bidule, et N réunions de synchronisation entre les projets. Et donc c'est autant de temps donné aux équipes pour travailler. Ma prochaine étape, j'en parlais, c'est comment on fait les comités de pilotage devant l'OBA. On va y arriver. Alors pour réussir, l'OBA est construite par l'équipe pour elle-même. Ce n'est pas un outil de pilotage pour le manager. C'est au manager de comprendre ce qu'il y a dans l'OBA. Pour pouvoir ensuite poser les bonnes questions, etc. Ça, c'est super important. Oui. Donc, il y a effectivement les managers dedans, mais on pourrait avoir les managers qui se disent « Moi, je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça. » Non. C'est l'équipe qui met ce qu'elle a besoin de voir dedans. Comme les indicateurs, on va chercher c'est quoi les indicateurs les plus pertinents pour savoir si je suis en train de réussir ou pas réussir. Avoir du rouge, oui. Y rester, non. Aujourd'hui, on a encore un travail à faire. Alors déjà, c'est très long que les équipes arrivent à dire bah là, on n'est pas bon, etc. etc. Mon challenge pour les mois à venir, c'est de faire en sorte qu'entre le moment où on affiche le rouge et le moment où on commence la résolution de problème, le délai se réduise. Aujourd'hui, on est entre 3 et 4 semaines. Donc en fait, on a une propagation du problème qui peut également grossir. Rendre visibles les plans et les jalons, donc ça c'est le macro-plan. Il faut avoir une vue précise de ce qui se passe et notamment les intégrations avec les autres systèmes. Parce que c'est souvent là qu'on a des problèmes. Et les jalons, ce n'est pas juste des dates d'activité. Il faut aussi construire les critères de qualité attendus. Ce qu'on ne voit pas toujours. Et puis quand on fait les tests d'intégration, ça ne marche pas. Pourquoi? Le truc n'était pas prêt. Dans l'OBA, on a, du fait d'avoir les managers, on a ce qu'on appelle la chaîne d'aide managériale. C'est un principe Lean qui s'appelle Landon, qui est à la base, qui est la corde qu'on tirait sur la chaîne de fabrication de voitures. Et donc quand l'équipe se retrouve dans une situation où elle ne peut pas résoudre le problème parce qu'elle ne les a pas à sa main, là c'est le rôle du manager et des deux managers de prendre les sujets et d'aller justement créer les conditions de réussite pour l'équipe. Ça c'est super important. Le manager il n'est pas passif dans l'OBA. Les problèmes se résolvent en dehors de l'OBA. Ça c'est important si vous voulez arriver à garder. Nous on fait 1 heure toutes les semaines. Le problème est évoqué, on en parle rapidement. Si on voit que c'est complexe, hop, on l'affiche sur le panneau problème, on prend une action et c'est une équipe en dehors qui travaille dessus. Je vais terminer par les bénéfices. Donc on a des prises de décision motivées plus rapides. Alors motivé, ça veut dire qu'on a compris le problème. C'est pas juste de dire on va faire ça ou on va faire ça. On a une communication entre projets qui est améliorée, ça vous comprenez, parce qu'on est ensemble et on se partage les informations en toute transparence. On a un alignement qui est maintenu sur les objectifs. À chaque fois, les objectifs sont présentés en OBA. À chaque fois qu'on prend une décision, on regarde si elle est toujours en phase avec les objectifs qu'on s'est donnés. Et on a un sentiment d'appartenance à la One Team qui est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, les gens nous disent en permanence il ne faut pas qu'on casse l'équipe.
Et j'en ai terminé. Si vous avez des questions, merci.